Donc maintenant qu'on a vu un petit peu plus qu'est-ce que c'est blockchain, on va s'intéresser à comment ça va se diffuser dans nos vies. Et pour introduire cette table ronde, je pense qu'il convient de rappeler que ça se diffuse au travers de nos activités, à nous les humains, et que ces activités, du coup, elles sont influencées par cette blockchain. Et donc avec nos intervenants ici, on va se demander comment est-ce qu'elles pourraient être influencées et quelles sont les conditions aussi de la diffusion qui permettent certains types d'activités, de conduire certains types d'activités après. Donc on va commencer avec Tom, qui est développeur front-end et qui fait beaucoup pour le média journalisme, le journalisme web. Il est à l'origine avec un autre de la plateforme de blog OVNI. Je ne sais pas si vous avez vu passer, mais là, c'était il y a 5 ans. Ils ont publié beaucoup de choses sur le numérique, justement, pour faire entendre une autre voix. Et ce soir, je l'ai fait venir parce que depuis plusieurs mois, en fait, il s'implique, plus que s'intéresser, hein, il passe beaucoup d'heures à Nuit debout. Donc Nuit debout, qui est un mouvement émergent, citoyen, où finalement, là, ça vient vraiment du bas. Et quand on parle de blockchain, de peer-to-peer, a priori, voilà, on parle quand même de ce qui vient du bas. Donc je voulais avoir l'expérience de Tom sur ces derniers mois qu'il a passé là-bas. Il nous raconte un peu ce qu'il y a fait et qu'est-ce qu'il y a observé et comment est-ce que ça résonne avec notre thématique du soir, à savoir la blockchain. Qu'est-ce que ça peut nous permettre de faire? Je laisse la parole. Merci Justine pour la présentation, c'est bien. Ça m'a enlevé tout un chapitre. Donc Nuit debout, je voulais commencer par faire une petite présentation vite fait de ce qui a été mis en place, puisque j'ai donc participé pas mal à la commission numérique, et on a avant tout été des outilleurs du réseau en fait. Donc on a mis en place toute une série d'outils qui sont mis en place spontanément. Chacun est venu en disant moi je sais faire du wiki. Pour ma part, ça a été de mettre en place un WordPress multisite et de rendre possible une sorte d'éditorialisation de la homepage et de créer un grand portail où chaque ville et chaque commission puisse créer son site et puisse s'exprimer, écrire des articles de blog, etc. On a eu un outil de chat qui concerne donc outils de conversation, sachant qu'il y a d'autres outils de conversation que Rocket Chat. Pour des conversations un peu plus sensibles. Il y a eu des outils de cartographie pour savoir dans quelle ville ça se passe, où on peut se réunir. On a réuni tous les comptes Periscope, on a monté un outil de questions-réponses. Évidemment, tout notre code est entièrement sur GitHub, avec une belle communauté qui s'est montée. On est une vingtaine de contributeurs à développer principalement sur le site, mais sur plein d'autres projets. Voilà. De plus, il y a eu des médias comme TV Debout, Radio Debout ou un système Mumble pour faire de la radio qui se sont mis en place. Donc plein d'outils en fait pour ça. Du coup, moi je pensais faire un pont en fait sur on va dire la blockchain et l'idéologie de Nuit debout, parce qu'on retrouve des caractères communs. Alors j'en ai identifié quelques-uns, mais on peut parler par exemple d'horizontalité assez forte, de cogestion collective, de décentralisation, d'initiative spontanée. À Nuit debout, quand on propose, et celui qui propose, il fait. Et une fois que c'est fait, on le montre, et voilà. On ne discute pas forcément des heures, c'est moi je veux faire ça, très bien, fais-le, quoi. Et en creux, on retrouve d'ailleurs un peu la logique DAO. Voilà. D'autre part, je voulais mettre un focus du coup sur une des problématiques qu'on a eues à Nuit debout, c'est la notion de vote. Il y a d'autres problématiques, par exemple un partage de cagnotte qu'on aurait pu évoquer, mais je suis resté sur cette partie vote. Donc déjà, on a eu des problématiques sur les besoins et le cahier des charges en lui-même, notamment par exemple sur des questions d'échelle, parce qu'il y a des commissions où on est 10, il y a des AG où on est 200, 500, et après il y a des décisions qui peuvent être prises au niveau régional ou même national, soyons fous. Voilà. Donc il y a déjà plusieurs cahiers des charges. En plus, il y a un vote physique qui est presque dans la genèse même du mouvement, puisque pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a tout un système de langage des signes en AG, donc on peut lever les mains, on peut s'opposer, etc. Et ce qui se passe en AG, c'est que ça marche plutôt bien. Les gens se voient. Quand quelqu'un propose quelque chose, il y a souvent des grands consensus. Ça ne se joue pas à quelques voix près. Et quand quelqu'un s'oppose radicalement à un concept,
on l'identifie très bien dans la foule. Là, si je demande à quelqu'un de s'opposer, on le remarque tout de suite et on le fait venir. On dit pourquoi t'es pas d'accord, on discute et on revote. Et d'ailleurs, on vote pas forcément sur une proposition, mais ça va être pendant plusieurs minutes, une proposition qui va être discutée, proposée, amendée, on revient, on revote, etc. Donc on n'est pas dans coopération, quoi. Ouais, on n'est pas dans un processus simple où on pose une question et c'est 8 ans, quoi. Ça peut jouer pendant des heures, amender un texte. Voilà. Et du coup, je pense que c'est intéressant de voir que sans ce liant humain, cette capacité à avoir envie, en fait, à se donner les moyens de s'organiser, rien n'existe, quoi. Nuit debout, ça existe parce que ces gens ont décidé de faire des choses ensemble et ensuite ils ont eu besoin d'outils pour les faire plus loin, pour les faire à plusieurs. Et c'est ça qui est à l'origine, en fait, de la création de ces outils. Oui, carrément. Il y a une vraie composante physique. On occupe la place physiquement. On est dessus et c'est physique. Et il y a d'autres problématiques, notamment parce que le public de Nuit debout n'est pas homogène. Et du coup, mettre en place des solutions techniques, tout le monde n'a pas un smartphone, tout le monde n'a pas la 3G ou la 4G. Voilà, il y a un public qui est très hétérogène, malgré ce qu'on dit. Ouais, j'imagine que tout le monde ne sait pas se servir d'un wiki de la même manière. Exactement. Ok. Voilà. Je continue. Vas-y. Mais alors, rapidement. Voilà. Tout ça pour dire qu'il y a une grosse problématique qu'on n'a pas résolue encore et qu'on. C'est un peu constat d'échec, c'est tout ce qui concerne la e-démocratie et les outils de vote. On n'a pas réussi à trouver un consensus entre développeurs avec le cahier des charges, etc., pour développer un outil. Donc il y en a qui veulent Loomio, d'autres qui veulent ci, ça, etc. Donc il y a plein de solutions, sachant qu'en plus on a mis en place des contraintes fortes sur les logiciels libres. Voilà. Donc on s'est rendu compte qu'au final, la problématique de l'outil de vote, c'est avant tout une problématique de modélisation même du process de vote. Et on n'a même pas, en tout cas, il n'y a pas tout le monde à Nuit debout qui souhaite voter. Parce que ce qui nous plaît, nous, c'est d'échanger, de débattre, d'amender, mais le vote final, il ne fait pas forcément sens. En fait, donc on en est là et on organise le 25 et 26 juin un grand hackathon qui réunit plein d'acteurs, plein de groupes de travail aux grands voisins pour un week-end, pour mettre à plat ce cahier des charges. Voilà. Et du coup, je finis. Dans tout ça, on n'a pas mis en place d'outils blockchain. Alors, c'est pas... moi, j'aurais bien voulu qu'on mette en place ça, parce que ça introduit plein de choses intéressantes pour le mouvement, comme je le disais, du pont entre blockchain et machin. Mais personne ne l'a fait et on n'a pas trouvé encore forcément d'usage. Donc ça pose les questions. Quels sont les usages possibles et le pourquoi des développeurs n'ont pas réussi à se mettre encore ensemble pour créer un truc, sachant qu'on n'est pas des milliards non plus à coder pour Nuit debout. Donc voilà. Si ça intéresse du monde de se pencher sur un aspect ce week-end plutôt civic tech, plutôt citoyenneté et sortir un peu d'une logique produits, crypto-monnaies, etc. C'est ton appel. Je le dis avec le sourire. Okay. Je vais peut-être passer 2 jours ici, donc vous êtes les bienvenus pour réfléchir à tout ça. Voilà. Très bien, merci pour cet appel. Je voulais du coup passer ensuite la parole à Hubert, parce que finalement, quand tu me racontes toutes ces histoires de comment le mouvement évolue, de qu'est-ce que le mouvement arrive à produire, et de comment les individus au cœur du mouvement s'allient pour faire les choses. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a cette disparité dont tu as parlé, de on possède ou pas les outils, mais il y a aussi celle de on possède ou pas les connaissances du numérique et des outils. Du coup, je pense passer la parole à Hubert, parce qu'il est un spécialiste de la question et il travaille avec... c'est un peu loin maintenant, tant pis. Elle travaille avec des universités depuis plusieurs années pour justement réfléchir à comment intégrer cette culture du numérique qui permette aux enseignants de la diffuser en étant à l'aise aux élèves. Et donc, il connaît très bien les problématiques de l'apprentissage et de l'usage du numérique en France. Donc, j'aurais bien voulu que tu nous parles un peu de ces problématiques-là et que tu nous éclaires un peu. Voilà, oui, je vais être bref pour respecter le timing. Je pense que la différence ici avec ce que tu viens de dire, c'est que
au niveau universitaire et de l'enseignement supérieur, tout est quand même un peu top-down, alors que toi, tu as une dynamique bottom-up. Et donc, dans l'enseignement, la dynamique bottom-up qui émerge des étudiants est relativement en décalage avec les techniques et la vision qu'ont les enseignants du supérieur, entre autres. Je ne vais pas parler du scolaire ici. Et donc là, il y a évidemment un décalage relativement important qui fait en sorte que arriver à faire se rencontrer les deux mondes, sans avoir une impression de préemption ou en tous les cas de direction un peu trop drue, rend les choses un peu compliquées. Donc au niveau des enseignants, on a une problématique qui est d'abord du statut de l'enseignant-chercheur qui est totalement libre de faire ce qu'il veut. C'est une première chose. Et deuxièmement, un statut qui oriente prioritairement sur la recherche et pas nécessairement sur l'enseignement. Dès lors, l'appropriation des outils numériques, blockchain ou autres en l'occurrence, nécessite un temps long d'appropriation, de sensibilisation, et qui ne peut marcher que si, dans un premier temps, il y a de manière assez objective gain de temps. L'investissement en temps dans l'appropriation des outils numériques n'est pas très bien perçu du monde des enseignants, pour lequel il faut que ce soit directement utilisable, pas trop de manip, assez simple. Et donc dès qu'on entre dans des dynamiques où que ça coûte relativement en volume, j'ai entendu le dernier intervenant, ça m'a un peu refroidi, et institutionnellement parlant, au niveau des budgets et au niveau de tous les services informatiques qui doivent être derrière, je pense que proposer un outil non mature et dont l'interface n'est pas facile d'usage à un enseignant, c'est peine perdue. Surtout qu'il faut se dire aussi, je pense à certains médecins qui sont enseignants, ils donnent quelques heures par an, puisque les 3/4 du temps ils sont à l'hôpital auprès des patients, donc ils ne vont pas commencer à réapprendre des manipulations qu'ils ont faites une fois au mois de septembre de l'année X et qu'ils vont reproduire 12 mois plus tard avec la nouvelle cohorte d'étudiants. Donc ce sont des temps longs et il faut effectivement que ce soit des outils qui soient très pratiqués. Donc le premier souci, effectivement, c'est d'abord de rendre ces outils les plus faciles d'approche. Oui. Pas nécessairement pour les étudiants, parce que s'ils font très très vite, d'ailleurs d'eux émerge un tas de dynamiques qui effrayent d'ailleurs même les enseignants, parce qu'ils sont un peu mis sur le banc de la société dans ce cadre-là. Et deuxièmement, il y a une mise en route qui fait en sorte que c'est beaucoup plus complexe pour eux. Oui. On ne va pas parler des fameuses générations X, Y ou Z. Puisqu'on est au Z maintenant, mais il y a ce décalage-là qui fait aussi, on constate aussi que les usages des étudiants, de l'étudiant lambda, est prioritairement un usage ludique, alors que les outils utilisés par les enseignants, ce sont des outils, disons, relativement sophistiqués, à approche scientifique, que ce soit un domaine médical, de la santé ou des statistiques. C'est évidemment nettement plus complexe, et donc de nouveau ce décalage qu'il faut essayer avec lequel il faut gérer. Voilà, en gros. D'accord. Bon, alors je pense que c'est le bon moment pour passer la parole à Fabienne, parce que on parle de numérique, on parle de blockchain, donc on parle de numérique, on parle de compétences, de compréhension, de confort, de confiance en soi pour l'usage qui permet de vraiment franchir un cap et faire des choses plus construites, plus décidées, plus choisies. Et en fait, Fabienne, elle étudie les sciences cognitives depuis plusieurs années. Elle est chercheuse et elle s'intéresse notamment à l'apprentissage chez les enfants autistes, ce qui lui permet par ses recherches de comprendre beaucoup sur les mécanismes de l'apprentissage, même des neurotypes, des individus neurotypés qui ne sont pas autistes, ils sont normaux, normaux avec des grands guillemets. Et moi, ce qui m'intéressait avec Fabienne, c'était que finalement, ces outils, ils ont forcément un impact sur nous, sur notre cognition. Et puis, on doit apprendre à s'en servir. On doit apprendre à s'en servir en étant créatif, en plus, aujourd'hui. Donc, et finalement, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan cognitif, tout ça quel est ton... Alors, je peux improviser là-dessus si tu veux, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas de ça dont je voulais parler. Ouais. Mais si vous voulez, je peux improviser là-dessus. Non, mais tu peux peut-être nous donner les bases. Mais en fait, sinon, je voulais surtout parler de la recherche, de l'éthique et du lien avec la blockchain qui arrive comme une solution possible à un problème qui n'a pas encore été identifié, mais qui est un problème vraiment majeur. Et qui se prépare à une grosse explosion. Quoi. Tu penses à quel problème ? Alors, en fait, avant que ce soit un problème, c'était une super bonne nouvelle pour nous en recherche. La très bonne nouvelle, c'est le big data.
parce que ça a donné un shift majeur dans notre paradigme de recherche, puisqu'on est passé en gros d'aller chercher les déterminants communs entre différentes populations. Et maintenant, avec le big data, comme on a des très très grosses sets de données, on peut aller regarder quelle est la variabilité, la diversité. Ce qui est vachement plus intéressant que de regarder le plus petit dénominateur commun, bien sûr. Et un exemple de big data tout récent lié à la recherche, je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Au mois d'avril dernier, il y a 3 hôpitaux londoniens qui ont donné tout leur set de données médicales à Google, à DeepMind en fait, d'accord ? Donc c'est super parce que ça fait 1,6 million de données de patients. Enfin 1,6 million patients dont on a donné les données. Donc c'est super, mais en fait c'est pas super du tout, parce qu'il y a un gros problème, c'est que les patients n'ont pas été informés. Et alors pourquoi c'est un problème ? C'est un problème à 3 niveaux. D'abord parce que en tant que patient, enfin en tant que citoyen, on est supposé être propriétaire de nos données de santé, donc on doit donner notre accord pour qu'elles soient utilisées dans la recherche ou pour quoi que ce soit. Par ailleurs, nos données de santé, elles sont privées parce que quelqu'un peut l'utiliser contre nous. Typiquement, un employeur, s'il a accès au fait que vous êtes séropositif ou que vous avez déjà eu 2 cancers, ça risque de vous poser problème dans la procédure d'emploi. Donc la loi dans tous les pays est très très claire là-dessus. Le deuxième problème, c'est que ça ne respecte pas les protocoles de recherche qui, depuis l'arrivée de Big Data, se sont beaucoup dilués. Mais en protocole de recherche, et c'est là où vous allez voir où on arrive sur le blockchain, c'est très très clair. C'est qu'avant de donner ces données médicales ou participatives à la recherche, le participant doit signer un consentement. Un consentement, c'est un contrat. Et ce consentement, il est supposé être éclairé. C'est-à-dire que dans le contrat, on doit spécifier aux participants de manière très claire à quoi ces données vont servir. Alors là, dans le cas de figure de DeepMind avec les données hospitalières, non seulement il n'y a pas eu de consentement, mais en plus on n'a aucune idée de ce qu'ils vont en faire. Donc on est tout à fait contre tous les protocoles de sécurité des participants à la recherche, qui sont pourtant universels. C'est les mêmes dans tous les pays, d'accord ? Et le troisième problème que ça pose, c'est qu'on s'est rendu compte que ces données qui ont été refilées à Google, certes, elles sont vaguement anonymisées, mais en fait, elles sont amplement suffisantes pour être identifiantes. C'est-à-dire, en fait, il nous faut très très peu d'éléments pour arriver à identifier un individu. À retracer, quoi. Et à retracer qui c'est. Et donc, l'aspect anonyme des données qui ont été transmises à la recherche n'est pas du tout respecté. Donc, ces 3 problèmes-là, il faut trouver une solution pour que ça ne se reproduise pas, sachant que c'est déjà dans la pratique très très forte aux États-Unis et en Grande-Bretagne de ne pas respecter ces critères d'inclusion des sujets dans la recherche, qui sont les critères de consentement éclairé, d'anonymisation absolue, enfin le plus qu'on peut. Évidemment, on ne peut pas dire aujourd'hui ce qui sera identifiant dans 1 an ou 2 ans, mais on peut dire aujourd'hui ce qui est identifiant aujourd'hui, c'est déjà ça. Et par ailleurs, que les patients ont un droit, et notamment pas que les patients, tous les participants à la recherche, ont un droit de savoir à quoi vont servir les données qui contribuent à la recherche. C'est-à-dire qu'il faut que les chercheurs ne considèrent pas les patients comme des pourvoyeurs d'informations qui seraient passifs, dont on peut exploiter comme on veut sans retenue toutes les informations, mais comme des contributeurs actifs à un mouvement de recherche. Avoir un respect, en fait, voilà. Réciproque. Et ça, c'est vraiment le niveau 0 de ce qu'on appelle les sciences citoyennes. C'est-à-dire que le niveau 0, c'est que les gens qui participent à la science ont le droit de savoir à quoi ça va servir. Parce qu'ils donnent de leur temps, ils donnent des informations personnelles, des fois ils donnent de leur sang, des fois ils donnent des choses plus importantes. Donc c'est leur droit le plus basique. C'est une forme de... Enfin, j'essayais de raccrocher ton sujet que je trouve passionnant avec celui de l'éducation, mais je pense que le lien, il existe. C'est-à-dire que quand on considère qu'on respecte l'individu dont on se sert, désolé, la formulation est peut-être pas très heureuse, quand on considère qu'on le respecte suffisamment pour lui expliquer en détail et sans détour ce qui est en train de se passer et où sont les intérêts de chacun, pour moi, on fait déjà preuve d'une forme de volonté d'éduquer, en fait. On fait une concession sur son propre intérêt personnel pour offrir à l'autre l'opportunité d'être sur une forme d'égalité. Après, moi, par rapport à ce que tu dis, je trouve que c'est passionnant. Effectivement, il y a des milliards de choses à faire. Je pense que les sciences cognitives ont cet intérêt qu'elles permettent de comprendre comment les êtres humains fonctionnent et de scientifiquement mettre en lumière en fait, des biais, des choses qui ne fonctionnent pas, qui sont souvent très implicites en plus.
Mais par contre, pour moi, la question reste tout entière. Est-ce que blockchain peut vraiment aider à répondre à ces enjeux-là? Là, sur cet exemple précis, oui. Puisque finalement, la recherche, ce n'est guère que des contrats qui sont passés sur des données qui sont précises, qui sont bien identifiées et qui sont en plus normalement qui sont anonymisées et cryptées entre un chercheur et un contributeur. Donc on est tout à fait dans le cas de figure où la blockchain pourrait s'appliquer. Et comme c'est là où on peut rebondir sur la cognition humaine, cet effet de on prend vos données, on vous informe mais pas trop et vous savez pas à quoi ça va servir, qui est typiquement ce que pratique Facebook. Il y a un effet d'habituation dans le public, c'est-à-dire qu'au début, les gens étaient choqués, n'étaient pas contents, et puis petit à petit, il y a une forme de passivité qui s'installe et on finit par l'accepter, à trouver ça tout à fait normal. Donc le changement contre ça ne viendra probablement pas des citoyens. Donc c'est aux chercheurs de décider, ok, maintenant on va agir de manière éthique, et comme tu l'as très très bien dit, les chercheurs comme les enseignants, s'il faut se plonger dans une nouvelle technologie, s'il faut se plonger dans des nouvelles méthodes, on n'a pas le temps. Je veux dire, on dort déjà pas avec tout ce qu'on a à faire. S'il faut en plus passer un mois à comprendre la blockchain, personne ne le fera. Mais bon, voilà, en l'occurrence, moi, c'était ma raison pour laquelle je voulais venir ici, c'est que c'est précisément un de mes projets pour l'année qui vient là, c'est-à-dire d'implémenter un système, alors blockchain ou autre, je ne suis pas forcément bloqué sur blockchain, mais un système d'authentification et de profilage qui garantissent aux participants à la recherche qu'ils ont le contrôle sur leurs données, qu'ils savent à qui ils les donnent et à quoi elles vont servir. Donc s'il y a des gens que ça intéresse dans la salle, vous pouvez venir me voir. Merci. Du coup, c'est le tour de Paul. Donc Paul qui est designer d'expérience d'utilisation ou d'interaction, oui. Designer de service également. Absolument. Qui a beaucoup aussi traîné dans les milieux open source, donc qui partage cette passion pour les choses ouvertes et partagées. Ouais. Je dis 2 fois le mot partager. et donc, bon, pour commencer, on n'a pas beaucoup de temps, hein, donc voilà. C'est un peu le modo de la soirée. Comme pour la table ronde précédente où on était plutôt en mode débat, je me demandais si vous irez qu'on prenne des questions du public pour finir cette session-là. Et du coup, Paul, je te laisse maintenant te présenter. Peut-être tu peux revenir un peu sur, même si je pense que vous avez tous plus ou moins une culture du design, revenir un peu sur qu'est-ce qu'un designer fait. Brièvement, et puis nous raconter tes expériences et puis nous dire qu'est-ce que pour toi blockchain et surtout pour l'intervention du designer, en fait, quelle est la place de l'intervention du designer dans la réalisation d'un projet qui utilise une blockchain, en fait. Qu'est-ce que ça change? J'ai 2 minutes. On peut dire 5 quand même. De façon très succincte, pour moi, un designer, parce que moi, il y a un designer graphique, il y a un designer objet, patati, patata, patata. Pour moi, c'est quelqu'un qui harmonise en fait ou contribue à harmoniser des critères esthétiques, des critères fonctionnels et souvent des critères financiers. Et je pense, pour rebondir sur ce que disait Glenn à la fin, ce que tu disais objectivement fait peur, quoi, sur la viabilité du bordel, l'appropriation, etc. Et c'est là où pour moi, faire intervenir des gens comme moi, des designers de services, ça aide à probablement exprimer, probablement de façon unitaire et sur des sujets assez variés, la proposition de valeur, quoi, en vrai. Parce qu'au-delà du buzzword blockchain, on a vu effectivement, on l'a entendu aujourd'hui, on l'a lu dans la presse, etc. Il y a quand même des choses qui sont en train d'émerger en termes de pratique. Pour l'instant, moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est super sec, quoi. Pour des gens, entre guillemets, normaux. Madame chercheuse trouve ça dur. Alors le béotien, c'est même pas que c'est dur, ça n'existe pas, quoi, concrètement. Et que finalement, et c'était intéressant que tu soulignes ma participation à différents projets open source depuis une dizaine d'années, et maintenant c'est un buzzword aussi, l'UX, quoi, parce que c'est finalement un très rapide résumé de plein de métiers. On s'aperçoit objectivement que ça a un sens, quoi. Je ne sais pas si vous avez suivi récemment, par exemple, ESPN qui a juste revu. C'est une grosse marque de sport américaine. Ils ont augmenté leurs revenus de 35% juste en changeant quelques modalités sur la page d'accueil parce qu'ils ont enfin écouté leurs utilisateurs. Ou Bing qui change de bleu et qui du coup augmente de 85 millions de dollars ses revenus sur une nuance de bleu. Je vous assure, les chiffres sont publics chez InVision, là ils ont un truc de stats.
Allez voir, c'est phénoménal. Donc pour moi, la présence des designers, finalement, j'entends beaucoup de techniques. Alors il y a beaucoup de visions bancaires, market, etc. Mais où sont les gens comme moi, entre guillemets, qui permettent au commun des mortels de s'approprier, de voir surtout un intérêt objectif, quoi, si ce n'est le fait qu'on va encore se faire, probablement, et une fois de plus, ta conclusion était super, Glenn, par qui on va se faire croquer, quoi. Ou est-ce que le truc va mourir de sa belle mort parce que on n'a pas identifié les différentes propositions de valeur qui s'adressent à monsieur, comme tu le disais tout à l'heure, à la recherche, à l'éducation au sens large. Et donc, effectivement, pour aller dans le sens du partage, nous sommes dans des logiques de co-création. Il est nécessaire d'exprimer, quoi, en fait, une fois de plus. Et que moi, je lutte, entre guillemets, dans mon petit milieu, dans mon landerneau de l'UX, pour, par exemple, faire du lofi prototyping, quoi. Il y a plus de stars, quoi. Tu vois, il faut revenir à des modalités simples d'expression, d'échange, avant de déclencher une sorte de cataclysme technique qui fait peur à tout le monde, sauf aux techniciens, mais qui finalement finissent aussi souvent par être bouffés par leur truc, et que tout le monde s'en sent un peu cocu, quoi. On s'auto-ubérise. Combien de projets bah ouais, c'est énorme, quoi. Enfin, tu vois, voilà. Et que donc, du coup, voilà, moi je suis designer de service, je fais des sprint design, donc aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça n'a pas à être long, tout ça. Enfin, contrairement à vos cycles, à vous, qui effectivement suppose une appropriation bien plus dure, entre guillemets, que la mienne, ma capacité, et c'est pour ça que c'est pas la blockchain dans le design, bien que la notion de propriété intellectuelle ait du sens vraiment confère le relatif insuccès, enfin, quoi que je dis ça, mais de la notion de Creative Commons, quoi. C'est-à-dire, quand est-ce que je publie un truc, ah là là, mon Dieu, mon image sur Internet, ah là là, enfin bon, bref. Enfin, c'est fou parce que même encore 15 ans après, il y a encore des gens qui réagissent comme ça. Et que pour moi, l'intervention des designers doit se porter sur les modalités d'usage de cette blockchain. Et donc d'être proche des utilisateurs qui n'existent pas encore. Donc il va falloir qu'on... Et ce que tu disais sur la science-fiction tout à l'heure était intéressant, puisqu'on est un tout petit peu en train d'inventer des trucs. Mais si ce n'est pas exprimé et partagé, ça n'a... Enfin, si, ça arrivera, mais ça arrivera porté par qui? Ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Bon, on finit finalement sur une question, hein, c'est comment est-ce qu'on réussit à créer cette discussion collective, ce rassemblement pour s'informer, pour s'éduquer, pour s'élever, et puis pour décider, en fait, hein, avant de produire chacun de son côté, ou à tort et à travers, pour des objectifs qui sont court-termistes et qui ne prennent pas en compte notre bien-être en tant qu'espèce. On va maintenant prendre les questions du public. Bonsoir. Deux éléments. Je vais essayer d'être assez général pour que vous puissiez répondre de façon assez courte. Mais premièrement, on a vu beaucoup de projets émerger ce soir. Que ce soit durant les pitchs ou même là on a évoqué beaucoup de cas d'utilisation. C'est des projets qui sont basés sur beaucoup de blockchains, qui ne sont pas forcément architecturés de la même manière. Alors comment va-t-on assurer l'interopérabilité entre tous ces blockchains et surtout aussi avec les systèmes existants? Je parle notamment pour le paiement, il va falloir s'interfacer avec les systèmes bancaires actuels. Et deuxièmement, concernant la réglementation, on sait que nos pouvoirs publics ont une relation un petit peu ambiguë avec l'innovation. On a vu des petites avancées sur les mini-bons de la part d'Emmanuel Macron. Comment globalement les pouvoirs publics perçoivent la technologie blockchain et est-ce que pour vous la solution réside dans une réglementation au niveau national ou est-ce qu'il faut chercher plutôt au niveau européen? Je ne suis pas sûr que ces questions s'adressent aux personnes qui sont ici devant toi. Je suis confus, hein, je veux bien broder, mais je pense que chacun d'entre nous, mais c'est vachement intéressant. Mais... Ouais, peut-être quelqu'un dans la salle, en effet. Ouais. Donc justement, très, très bonne question. Et je pense qu'on va partir sur un format très ouvert. Donc si vous pensez avoir la réponse à cette question, vous levez la main. Voilà, super, tu le scènes. En fait, pour l'interopérabilité, voilà quoi. Il y a le projet Sidechain qui est lancé par Blockstream, donc qui va permettre de pouvoir justement passer d'une chaîne à l'autre en immobilisant des tokens d'une chaîne à l'autre et donc avoir des buckets chaînes. Ouais, mais je sais pas traduire. Donc si quelqu'un veut traduire. Des passerelles. Voilà. D'accord, tu veux dire des sortes de petits réseaux blockchain qui traiteraient en fait des transactions et qui les remettraient sur
Tu veux dire des sortes de réseaux annexes à la blockchain qui en fait traiteraient eux-mêmes les tokens, font les transactions et ça reviendrait sur la blockchain, quoi. C'est ça le... En fait, tu aurais une blockchain qui immobiliserait des tokens et une autre blockchain qui ferait de même et ça permettrait de passer de l'une à l'autre en gros. Ok. Bonsoir, moi c'est plus une question pour Paul. J'ai pas vraiment de réponse à apporter. Je me demandais en vous écoutant quelle était la différence entre le designer et l'entrepreneur. Parce que finalement, l'entrepreneur, c'est aussi celui qui va essayer d'apporter une nouvelle solution, enfin qui va identifier un problème et qui va ensuite essayer d'apporter une solution via blockchain, avec ses limitations ou autre. Quelle différence vous faites ? Étant les deux, finalement, je peux te répondre de façon très très claire. Quand moi je prends la posture entre guillemets. Attendez, il faut répondre dans le micro parce que sinon. Oui, alors très rapidement. Quand je suis designer de service, je me mets au service des autres, a priori. C'est toujours très agréable d'avoir cette posture extérieure et pas forcément en hauteur. Et par contre, je n'arrive pas à m'accoucher moi-même, quoi. Tu vois, on est dans la maïotique, quoi, accoucher les esprits, le bordel, le bordel. Je sais faire des canevas pour moi-même, mais il y a une perte d'excitation, de vision. L'auto-psychanalyse, c'est complexe, quoi. Donc c'est la distinction que je fais. Je me prends en tant qu'entrepreneur toujours des murs. Et heureusement, je suis entouré de gens qui me disent ah là, relève la tête, mon gars, et qui me font me rappeler les mécanismes que je mets en place pour mes clients. Ça paraît schizophrénique, mais c'est comme ça. Vous mettez l'entrepreneur au même niveau que le designer Juste pour le redire dans le micro, il demandait si le designer et l'entrepreneur étaient au même niveau. Au même niveau, tu veux dire de quoi? De vision, de... Pour le développement de la techno. Non, je ne veux pas monopoliser la parole, c'est juste une question par curiosité en fait. Pour moi, en fait, si tu veux, et ça participe en fait de la première étape des fameux design sprints, qui soient de chez Google ou autre, c'est ce qu'on appelle l'unpack. C'est le moment où tout le monde doit dire ce qu'il a, non pas sur le cœur, mais vider son sac. Et que c'est le moment justement d'échange absolu entre toi, entrepreneur, et moi, designer, où je comprends mieux tes motivations parce que je mets mon, entre guillemets, talent ou mes talents au service de ta vision, et non pas pour l'amender ou la contrarier, mais pour l'enrichir. Donc c'est pour ça que cette démarche d'auto-design est quand même complexe. Tu vois, ça confine pour moi un truc qui est un peu schizo. Donc non, l'un est la prolongation de l'autre. Mais il y a un système vertueux qui théoriquement doit s'établir, mais qui est complexe à mettre en œuvre objectivement, parce qu'on parle d'affinité quand même, quoi. Une transition. Donc une autre question, et juste un petit point, je ne sais pas qui parlait de réglementation française versus européenne, je pense que certains ont entendu parler du cas de l'Estonie. Si ça vous intéresse, on pourra en reparler. Ils ont mis en place un système e-residency qui permet d'être un citoyen, etc. L'idée, c'est qu'il y a des contrats commerciaux qui peuvent avoir lieu en Estonie, et à cause de la loi, c'est valable aussi en France. Donc aujourd'hui, la France, devant un tribunal, est tenue de respecter un contrat passé sur une blockchain à cause des avancées de l'Estonie en termes de réglementation. Ma question, en fait, c'est par rapport à au thème de la table ronde sur les implications sociétales. J'ai pas entendu de choses qui soient sur, à partir du moment où la blockchain fonctionnera et aura énormément de place dans nos vies à partir des DAO notamment, est-ce que ça peut avoir ou va avoir un gros impact sur la vie de chacun, sur le travail, le métier, l'emploi, en créer de nouveaux, en casser certainement beaucoup aussi. Et j'aurais bien aimé entendre l'avis de quelqu'un sur ce que ça peut créer pour la multitude de positifs ou de négatifs. Les multitudes, justement. Peut-être tu vas me répondre d'ailleurs. Une sociologue, ça peut répondre à ce genre de questions, peut-être. Ou ça t'intéresserait. Les futurologues, les prophétologues, écoute, qu'est-ce qu'on pourrait... On en est quand même, c'est vrai que... l'idée, c'est que... La notion d'impact, si tu veux, les humains, les multitudes ne sont pas des cibles. Donc, il y a cette idée que ça impacte. Non. La réussite de la blockchain, c'est quand ça va être justement donner lieu à des appropriations, des réappropriations, des remixes. Mais je pense que justement, c'est un peu une vision mécaniste de penser qu'il y a une technologie et quand elle arrive, ça impacte les individus, ça change tout, alors qu'on voit bien que c'est plutôt des réappropriations, des dynamiques, des réinventions qui font que y a de la socialisation d'une technologie. Donc déjà penser ce schème moins
moins mécaniste, ça pourrait permettre d'anticiper justement comment mieux accompagner des usages possibles, comment mieux les designer. C'est pour ça que les sociologues, les designers, on peut être avec les entrepreneurs bien sûr, mais on peut être justement des acteurs qui permettons en effet, connaissant un petit peu l'histoire de l'appropriation d'autres technologies, on peut aussi aider justement à ce que se développent des usages, mais vraiment appropriables par tout à chacun, et rester moins dans ce schème un peu mécaniste et stérile, et finalement un petit peu, si tu veux, qui ne correspond pas du tout à la réalité des usages. Voilà. Donc déjà penser que finalement un vrai praticien d'un service ou d'une fonctionnalité, c'est un hacker d'usage. C'est-à-dire que quand tu fais un service, une fonctionnalité, c'est que tu l'as réinventé. Et donc genre, rends-moi le micro. Non, je veux juste que tout le monde ait le temps de poser cette question. Et n'oublions pas le blockchain, mais je pense que s'il y a des questions, c'est aussi... Voilà, donc rappel, pour ceux qui participent au Blocksprint, on aura une petite session pour s'inscrire à OneName pour que vous ayez un identifiant sur une blockchain. C'était bon ? Ok. Ouais, je vais essayer d'être clair, c'est pas sûr que ce sera très facile. Mais par rapport à la question qu'il y a eu juste avant sur les impacts sur la société, moi j'ai l'impression qu'on a un peu un instant zéro en ce moment. On parle d'économie collaborative, on parle de génération Z, donc économie collaborative, un peu moins de propriété privée, un peu plus de partage de ressources. Génération Z, une génération qui, caricaturant un petit peu, n'aime pas trop la hiérarchie. On parle d'enlever les intermédiaires, les blockchains, ça permettra d'enlever les intermédiaires. On parle d'ubérisation, ça fait perdre de l'emploi, moi que je qualifierais peut-être des emplois qui sont finalement les moins productifs, qui sont les plus administratifs. Et donc c'est une direction dans laquelle on va, de gré ou de force, je dirais. Donc peut-être que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on digère. On voit le mouvement Nuit debout, qui pareil, n'a pas cette hiérarchie. C'est une hiérarchie collaborative, je ne sais pas comment on peut qualifier ça. J'ai l'impression qu'on arrive, en plus on commence à entendre parler beaucoup de revenus universels. Donc nos amis suisses ont voté contre le week-end dernier, mais quand même la votation est arrivée devant les électeurs. Donc j'ai un peu l'impression qu'on est vraiment au début de quelque chose. J'espère que ce quelque chose va se passer pour que ça évolue, qu'il y ait un vrai impact sur les sociétés. J'ai peur que la transition soit très très dure. J'aimerais avoir l'avis des gens en fait là-dessus sur est-ce qu'il y a des chances que ce genre de choses arrive ou pas, ou est-ce qu'on va rester dans ce système un petit peu caricaturant capitaliste qu'on connaît actuellement. Je ne peux pas répondre de manière globale en futurologue. Je voudrais juste signaler qu'il y a une expérience sur blockchain de dividendes universels ou de revenus de base. Il y en a plusieurs. Hein. Il y a Circle qui est une expérience d'un Allemand, Martin Koppelmann, et il y a D-Uniter, c'est-à-dire D-Uniter, dividende universel unifié en quelque sorte, qui est la continuation d'une expérience qui s'appelle Ucoin, et qui vise à créer donc une communauté monétaire sur blockchain, mais avec une logique totalement différente de celle de Bitcoin et de ses forks. C'est-à-dire que en fait, la création monétaire est vraiment fondée sur un dividende universel qui est créé au niveau de chacun des membres de la communauté et de manière autorégulée, de façon à ce que la masse monétaire n'explose pas. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle un autocontrôle algorithmique de la masse monétaire, qui fait que les premiers entrants ne sont pas favorisés par rapport à ceux qui suivent, et que donc théoriquement, sur le papier, mathématiquement, les générations qui viennent ne soient pas lésées au profit de ceux qui ont raflé toute la mise, comme c'est le cas sur Bitcoin. Juste un mot sur capitalisme, parce qu'il ne s'agit pas forcément absolument de se débarrasser du capitalisme, mais il y a une formule juste que je voudrais citer, que j'aime bien, qui vient du livre de Tapscott, qui s'appelle Blockchain Revolution, qui est très bien documenté, que je recommande, que je viens de finir, et il dit la blockchain permet un capitalisme distribué et non redistribué.
Je trouve que c'est une bonne formule. Merci. Non, on va devoir arrêter. Je pense qu'il faut mieux continuer après dans les échanges dans la soirée, parce que